Une raison insensée. Euh, je voudrais aussi participer à la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Hegel. Euh, j'ai choisi ce titre pour signifier, entre autres, euh, les temps confus qui sont les nôtres et dans lesquels on ne voit poindre aucune rose dans la croix du présent, pour utiliser une expression de Hegel. Et je voudrais juste parler non pas d'un point particulier de l'œuvre, mais de mon expérience de Hegel, ce qu'elle fut, ce qu'elle a été, ce qu'elle est encore, hein, intacte, je crois, depuis ma lecture de jeunesse, à 18 ans, de la phénoménologie de l'écrit, lecture tout à fait bouleversante où je comprenais ce que je pouvais comprendre, je comprenais des choses, beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais en tout cas, ce qui m'est resté, c'est le ton, la tonalité, le souffle philosophique. Aussi, j'ai retenu cela, un souffle poétique, indéniable, que je n'ai vérifié par la suite que dans Platon. Euh, voilà. Et en quelque façon, je suis resté fidèle à cela. Et d'autre part, j'ai vu dans cette œuvre le fait qu'elle était à la hauteur de l'exigence philosophique. Il y avait une telle intensité, une telle force, une telle puissance de pénétration du réel que il m'a semblé tout à fait exemplaire, enfin, de ce que la philosophie a à être. Mais par ailleurs, j'ai tout à fait conscience que Hegel est un philosophe très singulier, euh, au point qu'il départage la corporation des philosophes. Euh, et je crois qu'il y a de très très bons philosophes qui sont tout à fait allergiques à Hegel, pas simplement à sa pensée, ou à la pensée, mais à son écriture, au texte hegelien lui-même. Euh, on le sait bien, il a cette réputation d'être difficile à lire, peut-être le philosophe le plus difficile à lire. Euh, je n'ai jamais eu vraiment cette impression, mais je pense que c'est du problème d'idiosyncrasie, bon, un peu hasardeux. Et je crois au contraire qu'il suffit de lire ce qui est écrit, sans y chercher des thèses ou des idées fixes. Et du reste, Hegel, c'est vraiment le philosophe qui est à l'opposé de toutes les thèses, les idées toutes faites, les idées fixes. Bon. Et que son écriture, d'ailleurs comme la lecture qui doit accompagner ce qu'il fait, est une lecture non pas linéaire, c'est pas une écriture linéaire non plus, elle n'est pas chronologique, mais elle est tout à fait circulaire. C'est une écriture qui circule en elle-même euh, et qu'il faut circuler soi-même comme lecteur. Et que par conséquent, aussi, il faut reconnaître dans cette circularité euh, ce qu'on va appeler dialectique. Hein, ce que Hegel appelle presque jamais dialectique. Il n'utilise quasiment pas le mot. Mais qui est la circulation du logos, tel que Platon, dans le livre 7 de la République ou dans le Sophiste, en fait état. Donc, euh, un philosophe tout à fait singulier, qui a connu aussi un très grand succès de son vivant, et qui en même temps a été, comme on dit, dépassé par la suite à cause de l'effondrement des systèmes. Ce qu'on a appelé l'effondrement du système hegelien, qui fait que toute l'histoire de la philosophie s'en est trouvée bouleversée, du coup, par des pensées non systématiques, fragmentaires. On sait tout cela. Mais on ne prend pas assez la mesure, cela dit, et quoi qu'il en soit de cet effondrement du système, de la dimension tragique de cette pensée,
C'est une philosophie tragique de la succession des tragédies, des ruptures, des effondrements. Et que c'est en ce sens-là qu'il est tout à fait encore de notre temps. C'est pas le lieu ici, là, de montrer que système ne veut pas tout à fait dire ce qu'on croit. Voilà. Donc, je crois qu'il a une double singularité qui constitue le propre de sa pensée et qui tient, je retiendrai ces deux motifs-là, d'une part à un rapport tout à fait singulier au langage, et d'autre part qu'il n'y a pas chez lui de thèse philosophique. Je défendrai cela. Non, cela dit, quel est le projet hegelien? C'est de mettre le monde en discours. C'est quasiment une citation. Il dit penser la vie, mais il dit aussi transcrire le réel dans le langage. Et toute la question est de savoir ce que ça veut dire, ça. Et ça veut en tout cas dire une chose. Très clairement, c'est qu'il ne s'agit pas d'énoncer ce qui devrait être, ce qui aurait pu être, mais il s'agit de dire ce qui est. Et donc il y a chez Hegel un furieux désir de raison. C'est-à-dire tenter de montrer la logique des choses là où on ne voit dans l'immédiateté que désolation, consternation, on ne voit que de l'insensé. Et c'est dans ce sens-là que aussi que cette raison est insensée, elle est touchée par l'insensé. Et elle cherche, non pas simplement à montrer que l'insensé, c'est du sens, mais à prendre la mesure de l'insensé comme des moments de la raison elle-même, et du réel lui-même. Donc le premier point, le langage, si on veut. J'avais été frappé très jeune par un texte, un des premiers qu'on a écrit en français sur Hegel, d'Alexandre Coyer, qui s'appelle Sur la langue et la terminologie hegelienne. Ça a paru avant la guerre. Alexandre Coyer dit des choses tout à fait étonnantes sur la langue de Hegel. C'est pas le moment de le développer, mais au même moment, il y avait aussi une première thèse de Jean Wahl sur Hegel. Et Jean Wahl, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais est aussi, en dehors d'un grand professeur de la Sorbonne, d'un grand découvreur des philosophies que personne ne pratiquait, philosophie américaine en particulier. C'est aussi un poète et un grand poète. Et donc, ce renouveau des études hegeliennes en France, on les réduit généralement à l'intervention d'Alexandre Kojève, mais il y a également Jean Wahl et Alexandre Coyer. Alors, au XIXe siècle, il y avait déjà Auguste Véra, qui a beaucoup traduit Hegel. Il y avait de grands lecteurs de Hegel, sauf la phénoménologie qui n'était pas traduite, mais il y avait toute l'encyclopédie. Il y avait Villiers de l'Isle-Adam, dont les titres d'œuvres sont parfois hegeliens, Claire Lenoir, par exemple. Mallarmé. On oublie Mallarmé, qui avait beaucoup lu Auguste Véra. Il y a une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam qui s'appelle, dans les contes cruels, qui s'appelle Véra. Et pour revenir un instant juste à Mallarmé, on se souvient de la notion pure dont il parle à propos de l'absence de tout bouquet, et qui est l'équivalent hegelien du concept qui est la vérité des choses, c'est-à-dire que ce n'est que lorsque les choses sont élevées à leur sens ou au langage qu'elles touchent ce qu'elles sont. Et donc, c'est une langue nouvelle pour un monde nouveau, et il suffit d'ouvrir un livre de Hegel, surtout la phénoménologie de l'esprit, pour voir qu'on a affaire à une langue proprement inouïe, et que cette langue est non pas une langue abstraite, mais rejoint une espèce de socle fondamental d'ailleurs de l'allemand, c'est-à-dire une langue extrêmement concrète,
une langue très physique, très matérielle, très immédiate, et que donc ce qu'on prend pour de l'abstraction est en réalité du concret. Et c'est déjà une langue phénoménologique au sens de la phénoménologie du XXe siècle. Et c'est l'occasion aussi pour dire que les grands philosophes sont ceux qui inventent une langue. On le voit dans Platon, on le voit dans Kant, on le voit dans Hegel, on le voit dans Heidegger. Bon. Et c'est une langue admirable de souffle et de précision, de tremblement, d'énergie, de transport. Hein. Surtout, encore une fois, dans la phénoménologie de l'esprit. Et cette langue veut dire ce qui est. Rien d'autre que ce qui est. C'est une langue qui vise la vérité de l'immanence de ce qui est, qui prend en compte la dimension tragique de l'existence, après la Révolution française. C'est une langue qui cherche à dire le réel, qui vient de s'achever, toute une histoire vient de s'achever, une histoire de l'art vient de s'achever. Les grands moments de l'art sont pour Hegel derrière nous. On est devant un monde nouveau. On est dans ce que Hegel appelle la scission. Et il sent venir, tout ce qui va constituer notre monde tel que nous le voyons. Donc c'est une langue qui veut s'établir au plus près de ce qui est. Et Hegel dit souvent il s'agit d'être à la hauteur de ce qui est, d'égaliser le discours par rapport à ce qui est. Et donc c'est une langue qui ne cesse de se travailler et qui, tout en se travaillant, travaille le réel même. C'est une langue qui cherche l'identification et l'identité avec ce qui est. D'où le caractère circulaire, insistant, répétitif, les reprises. Et donc c'est pas une langue de la représentation, c'est pas une langue d'idées. Il ne s'agit pas de la Vorstellung, de la représentation, mais de la Darstellung, de la présentation des choses. Et donc c'est une langue qui propose un nouveau lexique. Par exemple, juste celui-ci, peut-être le plus difficile, Geist, l'esprit. Et ce Geist, cet esprit, qui n'est que le mouvement même du réel, qui configure toutes les figures même du réel, cette langue qui n'est que l'expression du déploiement même du réel, Hegel l'appelle Geist. Esprit, logos, quelque chose qui plane et qui fait tout ce qui est, qui traverse tout ce qui est, un esprit qui est infini, qui est liberté. Ce qui veut dire d'ailleurs infini et liberté, ce n'est pas un infini cosmologique, c'est le fait qu'une chose, n'importe laquelle, n'est ce qu'elle est que dans le rapport à ce qui n'est pas elle lorsqu'elle s'infinitise, et que les choses ne trouvent leur vérité que dans cette infinitisation. Et il y a donc là un rapport aussi au tout, ce tout qui n'est pas une totalisation comme ça d'assemblage matériel, c'est pas une encyclopédie au sens de la sommation, mais que c'est l'inscription des choses en un tout, et que c'est le tout qui donne sens. Et donner sens, c'est donner une forme, ou de faire travailler la forme très exactement pour produire une figure. Et donc il s'agit, au fond, si je résume un peu tout ça, dans la langue, d'amener à la manifestation. C'est une pensée de l'hyper-manifestation, de la visibilisation.
La grande thèse hegelienne, qui est une thèse générale, je dis il n'y a pas de thèse, mais il y en a une là, celle-là, c'est que il s'agit de penser les choses jusqu'au bout dans une visibilisation, une manifestation totale. Il s'agit de ne pas renoncer à l'informe, à l'indicible. Il s'agit de renoncer à l'indicible, au sublime, par exemple, et de promouvoir l'informe. Donc j'ai dit, deuxièmement, il n'y a pas de thèse philosophique. Donc il s'agit de mettre fin, en somme, aux philosophies de la représentation. Avoir des idées, la philosophie, ça serait un système d'idées. Bon. Hegel n'y voit là que de l'opinion, du contingent au sens le plus plat du mot, et que on voit bien comment il s'agit de percer chez lui la question de la représentation et aller vers la présentation des choses elles-mêmes. Et que tout cela s'appuie chez lui sur plutôt le fait qu'il n'y a pas d'arrière-monde. Ce qui est, c'est ce qui se manifeste, ce qui a lieu. Il y a cette phrase de Hegel dans l'encyclopédie, l'essence doit nécessairement apparaître. Donc, ce qui n'apparaît pas, du coup, n'a pas non plus d'essence. Donc, n'est pas. Et donc, la phénoménalisation, c'est l'événement même de l'essence. Dans l'impossibilité d'une essence qui n'adviendrait pas, qui ne se rendrait pas visible. Donc c'est une pensée de Hegel, une pensée de ce qui vient, de ce qui est déjà venu, de ce qui vient encore. Ce qui est venu, on en a les figures, mais au présent, ce qui est en train de venir, là, dans la formation même, il n'y a pas encore de figure définitivement produite. Donc il y a une inquiétude, profonde inquiétude de cette pensée, une écoute, une attention, une résonance de cette pensée. Et par le fait même, cette philosophie nous dit que tout est dans la sensation. C'est une citation de Hegel. Et que, par exemple, ceci que je cite, tout est dans la sensation, et si l'on veut, tout ce qui se présente dans la conscience spirituelle et dans la raison a sa source dans la sensation. Donc une philosophie qui n'opère pas ces séparations, ces classifications si représentatives de la philosophie, habituellement enseignées par exemple, qui fait des clivages, et ainsi de suite. Par conséquent, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensation, je le cite encore, est un sourd savoir immédiat de l'esprit. Autrement dit, qu'il s'agit d'extraire de la sensation elle-même, du sensible lui-même, ce qui s'y trouve dans sa vérité et de l'amener au langage. Par conséquent, cette philosophie est une philosophie de l'apparaître, du déploiement infini de l'esprit, qui a devant, ou le philosophe a devant lui un chaos, comme nous aujourd'hui, des différences impossibles à ramener à l'identité. Et Hegel, comme ça, travaille ces différences, ces différenciations extrêmes. Il s'installe, ce philosophe, dans l'abîme même de ce sens entre ces différences, entre ces extrêmes. Et il cherche la raison dans les extrêmes même, pas dans des espèces de moyennes, dans ce que l'allemand appelle Durchschnittlich,
une espèce de moyenne un peu vague. Et que donc la raison hegelienne est une raison à l'extrême d'elle-même, différente en elle-même, ou qui est dans sa propre différenciation, et qui est inquiétée, comme nous aujourd'hui, par son propre abîme, qui a un abîme de la raison, que la raison doit encore et toujours penser dans la plus grande inquiétude et évidemment aussi dans le plus grand tremblement.